Elle n'avait aucune idée que l'homme qu'on l'avait forcée à épouser était autrefois l'héritier légitime de l'entreprise que sa belle-mère contrôlait désormais. Elle pensait qu'il n'était qu'un pauvre gardien, une autre punition pour ne pas être la fille préférée. Mais derrière ses yeux calmes se cachait un homme qui avait autrefois tout possédé et qui était maintenant en mission discrète pour tout récupérer. Ce conte populaire africain émouvant est rempli de trahison, de rédemption et d'une puissante leçon sur l'orgueil, le pouvoir et le destin. Maintenant, commençons. Le domaine était devenu plus silencieux au fil des années depuis la mort du chef Bright. La maison ne semblait plus être le symbole de fierté qu'elle était autrefois. À l'intérieur, l'air était toujours tendu, surtout autour d'Amarachi. Elle était dans la cuisine, en train d'éplucher des ignames qu'elle allait cuire pour le petit déjeuner, quand elle entendit la sonnette. La voix de Madame Stella résonna immédiatement après. « Amarachi, quelqu'un est à la grille, va voir. » Amarachi essuya ses mains et se dirigea vers l'entrée. L'homme qui se tenait là n'était pas un inconnu. Cela faisait un moment, mais elle reconnut son visage, Kelvin Okinko. Il était le fils du plus proche partenaire commercial de son défunt père. Ils avaient tous été amis autrefois. Leur père avait construit une entreprise ensemble. Enfant, Kelvin venait souvent avec son père. Il était grand, soigné et sûr de lui. Mais maintenant, il se tenait devant elle avec un vieux sac à dos et de la poussière sur ses chaussures. Il semblait fatigué. Amarachi ouvrit la grille et le salua doucement. « Bonjour. » Kelvin lui adressa un petit sourire. « Bonjour, Madame Stella est-elle là ?» Elle hocha la tête et le laissa entrer. À l'intérieur, Madame Stella était assise sur un fauteuil en cuir marron, les jambes croisées, une tasse de thé fumant à côté d'elle. Elle leva les yeux avec surprise en le voyant. « Ah, Kelvin !» Il s'inclina légèrement. « Oui, madame, bonjour. Qu'est-ce qui vous amène ici après toutes ces années ?» Il prit une profonde inspiration. « Je suis venu vous voir. Je viens de rentrer en ville. Les choses ont été très difficiles depuis la mort de mon père. Nous avons tout perdu. J'essaie de ramasser les morceaux. » Madame Stella ne dit pas grand-chose. Elle but une gorgée de thé, l'observant. « Alors, que voulez-vous de moi ? » Mon père et votre mari, ils avaient une entreprise ensemble avant que les choses ne tournent mal. Il y avait un accord écrit. Je crois que mon père m'a laissé ses parts. Je veux savoir si je peux réclamer quelque chose, n'importe quoi. À ce moment-là, Amarachi, toujours dans le couloir, écouta attentivement. Stella posa sa tasse lentement et le regarda droit dans les yeux. Oui, il y avait un accord, mais quand votre père a fait faillite, les parts de l'entreprise ont été prises par les créanciers. J'ai essayé de les retenir, mais les procédures judiciaires étaient hors de mon contrôle. Les dettes de votre père ont tout englouti. Kelvin baissa les yeux. Alors, tout est perdu. Oui, répondit-elle sans ciller. Je suis désolée, il ne reste rien pour vous. Il marqua une pause, toujours calme mais plus ferme cette fois. Ce n'est pas vrai, madame. Je sais ce que disait l'accord. Une partie stipule que lorsque je serai en âge de me marier, je devrai épouser l'une de vos filles, sinon j'hériterai de 50% de l'entreprise. Le sourire de Madame Stella se crispa. Kelvin continua. Je ne suis pas ici pour me battre. J'essaie juste de reconstruire ma vie. Je suis venue en espérant obtenir quelque chose de l'entreprise, au moins pour repartir de là. Stella resta silencieuse un moment, puis elle se leva, s'approcha de lui lentement et dit. Eh bien, nous pouvons régler cela d'une manière qui convient à tout le monde. Si la partie concernant le mariage met fin à toutes ces revendications et à ce drame, je vous donnerai l'une de mes filles. Kelvin sembla déconcerté. Le mariage. Oui, le travail et la famille. Je vous donnerai un endroit où rester, vous pourrez travailler ici comme gardien, et c'est moi qui suis généreuse. Nous organiserons le mariage plus tard. Kelvin resta sans voix. Ce n'était pas ce qu'il était venu chercher. Il avait pensé obtenir une petite part dans l'entreprise, ou du moins quelque chose pour repartir de zéro. Il n'était pas prêt à être lié à une femme, pas comme ça, et pas alors qu'il n'avait rien à offrir.
Je voulais juste de la stabilité, dit-il doucement. Je ne cherchais pas une épouse. Le ton de Stella devint froid. Eh bien, vous devrez choisir. Vous pouvez partir d'ici avec rien, ou rester avec l'opportunité que je vous offre. Il hocha lentement la tête. Elle sourit poliment. Vous pouvez rester dans les quartiers des garçons. Je vous ferai savoir la prochaine étape. Il quitta le salon ce jour-là avec un nœud dans la poitrine. Ça semblait mal, mais il n'avait pas d'autres options. La rue lui avait appris que l'orgueil pouvait attendre. Ce soir-là, Madame Stella s'assit dans sa chambre avec Jane, sa seule fille. Jane était tout ce qu'elle avait, et elle comptait la garder dans le cercle des riches et puissants. Elle avait un petit ami, Charles, un magnate de l'immobilier. Ce garçon est venu aujourd'hui, dit Stella avec désinvolture. Le fils de Kelvin O'Connor. Jane leva les yeux au ciel, celui qui est sorti de prison. Oui, il a demandé des nouvelles des parts de son père. Je lui ai dit qu'elles étaient perdues, mais il m'a rappelé l'accord, la partie qui dit que si nous ne lui donnons pas l'une de vous, il obtient 50% de l'entreprise. Les sourcils de Jane se levèrent. Et qu'est-ce que vous avez dit? Je lui ai offert un travail et une épouse. Jane lâcha son téléphone. Vous m'avez offerte? Êtes-vous folle? Pourquoi gâcherais-je ton avenir avec un garçon qui n'a rien? Non, il épousera Amarachi. Jane éclata de rire. Parfait, qu'elle épouse le gardien. Comme ça, si quelque chose arrive, nous dirons que l'accord a été respecté. Exactement, j'ai tout prévu. Le mariage sera précipité. Les deux partagèrent un sourire complice. Le lendemain matin, Amarachi fut appelée dans le salon. Elle entra doucement, essuyant ses mains humides sur un chiffon. Elle avait lavé la vaisselle. Tu vas épouser Kelvin, dit Madame Stella. Les mains d'Amarachi se figèrent. Quoi? Tu m'as entendu. C'est le fils de l'ami de ton défunt père. Ils avaient un accord. Il est venu réclamer ses droits. J'ai décidé de lui donner une épouse. Puisque Jane est déjà prise, et que tu es bien sur la première fille, ce sera toi. Mais... Pas de mais. Il vit déjà dans les quartiers des garçons. Le mariage aura lieu. Tu aideras le nom de la famille. Amarachi fixa sa demi-sœur. Jane ne semblait pas surprise. Elle croisa les jambes et continua de faire défiler son téléphone. Vous me sacrifiez. Non, j'accomplis l'héritage de ton père. Tu devrais être fier. Amarachi quitta la pièce en silence. Elle ne pleura pas, mais au fond d'elle, quelque chose se brisa. Cette nuit-là, elle s'assit sur son lit, fixant le plafond. Tout dans sa vie avait été décidé sans son avis. D'abord la mort de sa mère, puis celle de son père, ensuite les mauvais traitements constants, et maintenant ça. Elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas de pouvoir. Mais elle survivrait. D'une manière ou d'une autre, elle survivrait. Le domaine avait l'apparence propre et soignée du goût de la classe supérieure. Murs peints en blanc, balustrade de balcon en verre, et sol carrelé impeccable. Dans l'allée, la grille était élégante, automatisée, et s'ouvrait en silence. À l'intérieur, tout semblait bien entretenu. Les fleurs étaient taillées, la maison du générateur soigneusement construite, et les lumières du jardin s'allumaient automatiquement au crépuscule. Depuis que Kelvin avait commencé à travailler comme gardien, la routine dans la maison s'était installée dans quelque chose de calme mais de nouveau. Il se levait à 6 heures précises, balayait le domaine même s'il en avait à peine besoin, et faisait le tour de la grille avec une vigilance qui montrait qu'il prenait son travail au sérieux. Les quartiers des garçons où il logeait étaient décents, une chambre individuelle avec un lit ferme, des toilettes fonctionnelles, un sol carrelé et des fenêtres propres. Ce n'était pas luxueux comme la maison principale, mais c'était confortable. Il restait principalement seul. Le 3e jour dans le domaine, Amarachi apporta une assiette de nourriture et la posa doucement sur un tabouret près de la grille. Il leva les yeux, surpris. « C'est pour moi. » Elle hocha la tête. « Oui. »« Merci. » Elle resta là un instant, puis dit doucement. « Je dois clarifier quelque chose. »
Kelvin se tourna pour lui faire face. Je ne vais pas t'épouser, dit-elle calmement. Sans vouloir t'offenser, ce n'est pas la vie que j'avais prévue pour moi. Kelvin ne réagit pas immédiatement. Il regarda l'assiette de riz, puis hocha légèrement la tête. Je comprends, répondit-il, et je ne veux pas t'épouser non plus. Elle cligna des yeux, légèrement déstabilisée par son calme et son honnêteté. Je ne suis pas venu ici pour épouser quelqu'un, continua-t-il. Je suis venu pour survivre, pour reprendre mon souffle. J'ai traversé trop de choses pour commencer à courir après une femme. Amarachi croisa les bras. Alors pourquoi as-tu accepté le mariage? Je n'ai pas accepté, dit-il. Ta mère a dit que c'était la seule option pour moi. Je n'ai pas discuté parce que discuter aurait empiré les choses, et en ce moment, je n'ai pas la force. Elle hocha lentement la tête. D'accord. Il y eut un court silence entre eux. Je suis désolée qu'il t'ait entraîné là-dedans, ajouta Kelvin. Profite de ton repas, dit-elle, puis elle tourna les talons et rentra. Les jours passèrent. Amarachi l'évitait la plupart du temps, mais elle n'était pas impolie. S'il la saluait, elle répondait. Elle lui apportait toujours de la nourriture. Ils n'avaient pas de conversation, mais il n'y avait pas de tension non plus, juste une distance silencieuse et gênante. Kelvin passait la plupart de son temps à réparer des choses sans qu'on le lui demande. Il polissait la grille, nettoyait les carreaux de l'entrée après chaque pluie, et s'assurait que les robinets du jardin ne fuyaient pas. Même les chiens commençaient à répondre à ses appels. Amarachi observait tout cela en silence depuis sa fenêtre. Il n'agissait pas comme quelqu'un de paresseux ou d'amer. Il se déplaçait comme quelqu'un habitué à porter des fardeaux sans se plaindre. Madame Stella, en revanche, agissait comme s'il n'existait pas. Elle ne le reconnaissait que lorsqu'elle voulait lui confier des courses. Parfois, elle l'appelait dans le salon juste pour lui donner des ordres. Un après-midi, Amarachi revint du marché et trouva Kelvin près de la fontaine, écrivant quelque chose dans un petit cahier. Elle passa devant lui, puis s'arrêta. « Qu'est-ce que tu écris toujours dans ce carnet ?» Il leva les yeux. « Des plans. » « Pourquoi ?» Il haussa les épaules. « Ma vie, des idées d'affaires. » Elle haussa un sourcil. « Sérieusement ?» Il hocha la tête. Elle hésita, puis s'approcha. « Quel genre d'affaires ?» « Logistique et livraison, quelque chose comme ça, mais à plus grande échelle. Moto, camionnette, livreur, tout un système. » Elle resta silencieuse un moment. « Avec quel argent ?» Il sourit légèrement. « Pas encore, mais je ne serai pas gardien éternellement. » Elle l'observa. C'était la première fois qu'ils avaient une vraie conversation depuis son arrivée, et il ne parlait pas comme quelqu'un qui avait accepté l'échec. Son ton n'était ni arrogant ni vantard, juste certain. « Tu parles comme si tout était encore possible. »« C'est le cas, dit-il, parce que si je n'y crois pas, je perdrai ce qu'il me reste de raison. » Elle hocha lentement la tête, puis s'éloigna. Kelvin passa la nuit à lire un vieux livre de commerce qu'il avait trouvé dans la réserve. Il avait écrit 3 pages d'un plan de modèle de livraison plus tôt dans la journée et voulait le peaufiner. Il ne savait pas si Amarachi le verrait un jour comme autre chose que le garçon à la grille, mais il n'allait pas attendre que quelqu'un valide ses rêves. Il n'était pas venu ici pour tomber amoureux. Il était venu pour reconstruire sa vie, avec ou sans la femme qu'on lui imposait. Un câlin spécial aujourd'hui pour Tambiasuku d'Afrique du Sud et Devon de Jamaïque. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez pour que je puisse vous envoyer un câlin spécial dans mon prochain récit. Merci. Le mariage fut fixé pour un mercredi matin. Pas d'annonce prolongée, pas de cérémonie traditionnelle, pas de fanfare. Madame Stella appela simplement Amarachi dans le salon 3 jours avant et annonça la nouvelle comme s'il s'agissait d'une mise à jour banale. Toi et Kelvin signerez vos papiers au tribunal la semaine prochaine. Nous avons assez attendu. Amarachi la fixa, confuse. Attendez, quoi? Ce n'est pas négociable, dit sa mère froidement. Tu es déjà fiancé, souviens-toi. Nous n'avons rien convenu, dit Amarachi. C'est vous qui avez décidé.
Si tu penses que tu peux rester dans cette maison et agir comme si tu étais en charge, détrompe-toi. Tu n'as pas de travail, pas de plan. C'est la meilleure option que tu auras jamais. Je ne peux pas juste épouser quelqu'un que je ne. Le mariage de ta sœur est dans 2 semaines. Tu ne me feras pas honte. Cette nuit-là, Amarachi s'assit sur son lit et pleura, car elle sentait que tous ses rêves s'étaient effondrés. Ses projets de retourner à l'école, d'obtenir un bon travail, de construire sa propre vie, tout cela semblait s'être écroulé. Sa belle-mère l'avait fait se sentir comme un fardeau, comme quelqu'un sans valeur à moins d'être lié à un homme. Tout la faisait pleurer. Le mariage au tribunal se déroula discrètement. Ils y allèrent dans des voitures séparées. Amarachi portait une robe modeste, couleur crème, simple, rien d'une tenue de mariée. Son expression était distante. Quand l'officiel lui tendit le stylo pour signer, elle le regarda comme s'il s'agissait d'une chaîne. Kelvin signa aussi, sans pause dramatique. Ensuite, ils quittèrent le bâtiment en silence. Il n'y eut ni réception ni séance photo. 2 semaines plus tard, Jane épousa Charles dans un style grandiose. Décoration de salle dorée et blanche, un orchestre, des amuse-bouches circulant comme des feuilles, et des invités prenant des photos avec des célébrités. Amarachi n'était même pas dans le cortège nuptial. Elle se tenait au fond de la salle, regardant sa jeune sœur danser dans une robe valant des millions. Jane souriait comme si elle avait gagné. Ce soir-là, alors que les derniers invités partaient, Amarachi apporta une flasque et une tasse et se dirigea vers la grille. « Tu n'as pas mangé, dit-elle doucement. » Kelvin leva les yeux, surpris. « Merci, répondit-il. Je t'ai apporté du riz jollof avec des bananes plantains frites et du poulet. » Elle lui tendit le tout. Leurs regards se croisèrent brièvement. Quelque chose en elle s'était adouci. « Je suis désolé qu'il t'ait forcé à faire ça, dit-il. Elle le regarda. « Tu l'as déjà dit. »« Je sais, c'est juste que, je n'aurais jamais pensé que ma vie tournerait ainsi. » Elle hocha la tête. « Pareil pour moi. » Ils restèrent assis en silence quelques instants. « Je voulais retourner à l'école, ajouta-t-elle. J'étais censée finir mon diplôme l'année prochaine. » Il la regarda. « Quel cours ? » « Économie. » Il sourit. « Bon choix. Et toi, as-tu fini l'école avant d'aller en prison ? » « Oui, j'ai étudié la gestion d'entreprise à Babcock. Les problèmes ont commencé 1 an après mon diplôme. » Pour la première fois, Amarachi le regarda pleinement. « Je pensais. » Elle secoua la tête, gênée. « Je ne savais pas quoi penser. » Il hocha la tête. « Ce n'est pas grave. » Dans les jours qui suivirent, Amarachi commença à se réchauffer envers lui. Elle lui apportait de la nourriture tous les jours, plus qu'avant, et parfois s'asseyait avec lui pendant qu'il mangeait. Ils parlaient de choses légères au début, la météo, le prix des denrées alimentaires, le bruit des voisins. Mais lentement, les conversations s'approfondirent. Elle lui demanda comment il occupait ses journées. Il lui parla de son carnet. Elle rit et l'appela le journal du gardien. Il l'appela Madame économiste. Il lui raconta ses efforts pour contacter les anciens amis de son père, en particulier un certain avocat nommé Barrister Peter. « C'était l'avocat de notre famille, » dit Kelvin un soir alors qu'ils étaient assis près du jardin. « Je l'ai appelé récemment. Nous devons nous rencontrer la semaine prochaine. Tu penses qu'il peut t'aider ? » « Il le faut, » dit Kelvin. « Je pense que l'entreprise a été volée. Les parts de mon père ont simplement disparu après sa mort. Il est mort quelques mois après mon incarcération, et le pire, c'est que l'avocat savait que quelque chose n'allait pas, mais il n'a rien dit à l'époque. » « Pourquoi ? » ?»« Il a été menacé. Quelqu'un l'a averti de se taire s'il ne voulait pas perdre sa licence. Il m'a tout raconté récemment. Il a dit qu'il était resté silencieux en espérant que si je sortais un jour, je pourrais me battre. Amarachi le fixa. « C'est énorme. » Kelvin hocha la tête. « Mais je ne reculerai pas. J'ai besoin de connaître la vérité. S'ils ont vraiment tout volé, je le récupérerai. » Cette nuit-là, elle le regarda différemment.
Il ne parlait pas comme un homme brisé. Il parlait comme quelqu'un avec un but, quelqu'un qui croyait encore en quelque chose. Cette étincelle, ce feu discret, attira son attention. Peut-être, juste peut-être, elle n'avait pas fait la pire erreur. Et peut-être que ce n'était pas la fin de ses rêves, mais le début de quelque chose qu'elle n'avait jamais attendu. Pendant ce temps, Madame Stella restait concentrée sur la nouvelle vie de Jane. Sa fille et Charles étaient partis en lune de miel à Dubaï. Elle publiait des photos en ligne tous les jours. La légende d'une photo disait « Quand Dieu vous donne le double pour votre patience ». La rencontre avec Barristé Peter eut lieu un jeudi après-midi nuageux. Kelvin quitta la maison discrètement, sans attirer l'attention. Amarachi savait déjà où il allait. Elle l'avait même aidé à organiser les dossiers la veille. Ce n'était plus seulement son combat. Elle s'intéressait à tout ce qu'il faisait. Le bureau de l'avocat était niché au 2e étage d'une plaza commerciale à Easia, Lagos. La peinture du bâtiment s'écaillait, mais l'enseigne tenait bon, Peter & Partners, légal practitionné. Dès que Barristé Peter vit Kelvin entrer, il se leva. « Kelvin, dit-il, presque essoufflé. Je ne pensais pas te revoir avant de quitter cette terre. » Kelvin esquissa un léger sourire en lui serrant la main. « Ça fait un moment, monsieur. » Ils ne perdirent pas de temps. Dès que la porte fut verrouillée, Kelvin sortit les documents qu'il avait rassemblés et les posa sur la table. « Je veux récupérer ce qui a été volé, » dit-il fermement, « l'entreprise de mon père et les parts qu'il avait dans l'entreprise de Shifokinko, celle que contrôle maintenant sa femme, Madame Stella. » Peter soupira et s'adossa à son siège. « J'espérais que tu viendrais un jour. » Il se leva, alla vers un tiroir et en sortit une enveloppe marron. « J'ai gardé ça pendant des années. » Kelvin ouvrit les documents avec précaution. Tout était là, tamponné et signé. Les parts de son père, son rôle dans les 2 entreprises, les termes de la coentreprise avec Shifokinko, et la clause de mariage. Le poids de la trahison pesait lourd dans la pièce. « Je veux savoir, » demanda Kelvin, « pourquoi n'avez-vous pas lutté quand tout cela s'est produit ?» Barristé Peter se frotta le front. « Parce que les hommes qui ont détourné l'entreprise principale de ton père sont puissants. Ce sont eux qui m'ont menacé, ma carrière, ma famille, ma vie. Ils ont dit que si je parlais, j'étais fini. Alors, je me suis tue. » Kelvin serra la mâchoire. « Et les parts dans l'entreprise de Madame Stella. » « Elle a menti à tout le monde, » dit Peter. « Elle a dit au conseil que l'héritage de ton père était en faillite, que les créanciers avaient pris les parts, mais ce n'était jamais vrai. Elle a profité du chaos après ton arrestation et la mort soudaine de ton père pour absorber discrètement les parts et placer ses propres gens. Le conseil a été restructuré avec des personnes loyales envers elle. » Kelvin secoua la tête, luttant pour rester calme. « Je savais qu'elle cachait quelque chose, mais ça. Je n'ai pas parlé à l'époque, » continua l'avocat, « mais je suis prêt maintenant. J'ai gardé chaque dossier, chaque reçu. Nous devrons procéder avec prudence, surtout avec l'entreprise principale de ton père. C'est compliqué. Les hommes impliqués ne se laisseront pas faire facilement. » Kelvin hocha lentement la tête. « Alors, nous irons étape par étape. » Ils élaborèrent 2 stratégies parallèles. D'abord, déposer une motion pour récupérer les procès-verbaux originaux du conseil et les transactions financières des 2 entreprises. Ensuite, préparer une pétition légale exposant la fraude et la manipulation utilisées pour transférer la propriété. Peter prévoyait également de demander une ordonnance judiciaire gelant les parts contestées si nécessaire. De retour à la maison, Kelvin partagea les résultats avec Amarachi alors qu'ils étaient assis ensemble ce soir-là. Il étala les documents sur la table entre eux. « C'est pire que je ne le pensais, » dit-il. Elle écouta en silence, ses yeux parcourant les dossiers. « Alors, tout ce pourquoi ton père a travaillé, ils l'ont juste volé. » « Oui, et ils ont enterré la vérité. Mais maintenant, tu peux te battre. » Kelvin hocha la tête. « Je le ferai, mais je dois être malin, surtout avec l'autre entreprise. Les gens qui contrôlent maintenant ne jouent pas franc jeu. » Amarachi tendit la main vers un dossier. « Nous irons étape par étape. Je t'aiderai comme je peux. » Il la regarda un instant. «
Elle n'était pas juste polie, elle était sincère. Ces dernières semaines avaient changé quelque chose entre eux. La gêne avait disparu. Ils n'étaient plus seulement des partenaires forcés, ils devenaient une équipe. Pendant ce temps, dans la maison principale, Madame Stella commençait à être nerveuse. Kelvin continuait à accomplir ses tâches dans le domaine, ouvrant la grille, gardant les lieux propres, et faisant des courses, mais son comportement avait changé. Il se déplaçait avec détermination, parlait avec assurance, et rentrait à des heures régulières avec des dossiers sous le bras. Elle remarqua qu'Amarachi passait plus de temps dans les quartiers des domestiques, revenant parfois tard le soir, riant ou parlant doucement. Au début, elle pensa que c'était juste de l'amabilité, mais ensuite, elle commença à se demander, se rapprochait-il? Un matin, elle aborda le sujet nonchalamment pendant le petit déjeuner. « Alors, comment va ton mari ?» demanda-t-elle à Amarachi, qui beurrait du pain. « Il va bien, » répondit Amarachi calmement. « Il semble occupé ces jours-ci, » ajouta Madame Stella. « Il l'est. »« Qu'est-ce qu'il occupe ?»« Ce n'est pas votre problème, » dit Amarachi, la voix posée. Cet après-midi-là, Madame Stella se rendit au quartier des domestiques. Elle frappa, et Kelvin ouvrit la porte. La pièce était propre, avec une petite étagère de livres, une table pleine de documents, et un tableau blanc rempli de notes. « Tu sembles occupé, » dit-elle. « J'essaie de rester productif. » Elle força un sourire. « Sur quoi travailles-tu » ? « Juste des affaires personnelles, » dit-il, ses yeux ne quittant pas les siens. « Tu n'essaies rien de drôle, n'est-ce pas ?» Il inclina légèrement la tête. « Rien qui vous concerne, madame. »« Eh bien, » dit-elle en reculant, « j'espère que tu connais ta place. »« Je ne l'ai jamais oubliée, » répondit-il, puis il ferma doucement la porte. Ce soir-là, alors qu'Amarachi lui apportait de la nourriture, elle dit « Ma belle-mère devient soupçonneuse. »« Elle devrait l'être, » répondit-il. Elle sourit et s'assit à côté de lui. « Qu'elle devine. C'est elle qui t'a sous-estimé. » 3 mois passèrent, calmement mais délibérément. Kelvin avança ses pions avec l'aide de Baristé Peter. Il déposa 2 pétitions légales, une contre la prise de contrôle frauduleuse de l'entreprise principale de son père, et une autre exigeant le retour des parts que son père détenait dans l'entreprise de Madame Stella. La stratégie était claire, frapper fort, mais seulement lorsque chaque document et témoignage serait prêt. Amarachi était là à chaque étape. Elle l'aidait à organiser les dossiers, restait éveillée tard pour relire les rapports, et l'accompagnait même à certaines réunions. Leur lien s'approfondit, non plus par pitié ou circonstance. Elle avait appris à le respecter, et lui, sans le dire explicitement, avait fini par l'apprécier profondément. Quand Madame Stella eut vent des démarches légales, sa réaction fut immédiate et dure. Elle leur ordonna de quitter sa maison le même jour. « Alors, tu me traînes en justice ? Bien, traîne-toi hors de ma maison aussi, » dit-elle froidement. Sans nulle part où aller, Kelvin appela Baristé Peter en pleine nuit. Le vieil homme n'hésita pas. Le lendemain matin, ils avaient été transférés dans l'une de ses propriétés discrètes sur le continent, un bungalow simple, propre et sécurisé. « Restez ici, » leur dit l'avocat. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est sûr. Concentrez-vous sur l'affaire. » Le jour de l'audience finale au tribunal arriva. Kelvin portait un simple costume noir. Amarachi, vêtu d'une robe bleue modeste, marchait à ses côtés dans la salle d'audience, sa main effleurant légèrement la sienne. Baristé Peter, plus âgé mais avec du feu dans les yeux, se tenait droit à leur entrée. À l'intérieur, Madame Stella était assise de l'autre côté avec son avocat, un homme bruyant qui avait sous-estimé le jeune homme en face de lui. Alors que la procédure commençait, la salle se remplit de murmures. Personne ne s'attendait à ce que l'affaire aille loin. Il supposait que Kelvin n'était qu'un homme désespéré avec des rêves trop grands pour ses poches. Mais les preuves commencèrent à parler d'elles-mêmes. Baristé Peter présenta des documents signés, les accords de partenariat originaux, le registre certifié des parts de son père, et la preuve de la tromperie qui avait suivi sa mort. Puis vinrent les relevés bancaires, les rapports d'audit de l'entreprise, et, le plus accablant,
un enregistrement vocal que Peter avait secrètement réalisé des années auparavant, lorsqu'un représentant de l'entreprise rivale l'avait menacé. « Ceci, dit l'avocat, tenant l'enregistreur dans une main, c'est ce qui m'a fait taire toutes ces années. Mais plus maintenant. » Des exclamations emplirent la salle. Le visage de Madame Stella blêmit. Son avocat tenta de s'opposer, mais le juge lisait déjà les documents signés avec intérêt. Il fallut 4 heures d'arguments, de contre-arguments et d'examen des documents avant que le juge ne rende son verdict. Ce tribunal constate que M. Kelvin Oré est l'héritier légitime de l'entreprise et des avoirs de son défunt père, annonça le juge. Les preuves présentées confirment un jeu déloyal, une prise de contrôle frauduleuse et une fausse représentation intentionnelle par les parties impliquées. Il marqua une pause, puis continua fermement. À effet immédiat, le contrôle d'Ourang Sons Industrial Ltd doit être restitué à M. Kelvin. De plus, la participation de 30% dans O&O Enterprises, actuellement sous l'administration de Madame Stella, doit lui être pleinement restituée. En outre, O&O Enterprises est par la présente ordonnée de payer la somme de 10 milliards à M. Kelvin en dommages et intérêts, sous peine de confiscation totale de l'entreprise en sa faveur. La salle d'audience s'emplit de murmures. Madame Stella semblait comme si le sol sous ses pieds avait disparu. Elle serra son sac à main, refusant de croiser le regard de quiconque. Kelvin ne parla pas. Il hocha simplement la tête une fois et regarda Amarachi. Elle lui adressa un doux sourire. À l'extérieur du tribunal, les médias avaient déjà eu vent de l'histoire. Les caméras flashaient, les journalistes criaient des questions, mais Kelvin et Barrister Peter passèrent devant eux en silence. Amarachi suivait de près, son cœur battant d'émotions mélangées, fierté, soulagement, et quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Ce soir-là, ils s'assirent dehors dans le bungalow que Barrister Peter leur avait prêté. Le soleil se couchait. Le domaine était calme, mais pour la première fois, cela ne semblait pas temporaire. « Tu as réussi, » dit Amarachi, lui tendant une tasse de thé. « Nous avons réussi, » répondit-il. « Tu es maintenant propriétaire de l'entreprise de ton père et actionnaire majoritaire ici. » Étage 10 milliards de plus riche, ajouta-t-elle, essayant de ne pas rire. Il hocha la tête. C'est étrange, comme se réveiller dans la vie de quelqu'un d'autre. « Je connais ce sentiment, » dit-elle. Kelvin se tourna vers elle. « Je sais que j'ai dit que je ne voulais pas de mariage, et honnêtement, quand tout a commencé, je le pensais. Je ne le voulais pas non plus, » dit doucement Amarachi. « Je voulais finir l'école, vivre ma propre vie. Mais nous y sommes. » Ils rirent doucement. Il n'y avait pas de pression, juste de la paix. Pendant ce temps, dans sa propre maison, Madame Stella était figée. Les nouvelles étaient partout sur Internet. Son visage était affiché sur les blogs d'affaires et les chaînes locales. Son téléphone sonnait sans arrêt. Les actionnaires voulaient des explications, les membres du conseil démissionnaient. Elle arpentait son salon, transpirant et furieuse. Où allait-elle trouver 10 milliards pour payer Kelvin ? 2 mois s'étaient écoulés depuis la victoire au tribunal. Kelvin et Amarachi s'installaient dans leur nouvelle réalité, une vie qui ne consistait plus à dormir dans les quartiers des domestiques ou à recevoir des ordres de personnes qui les méprisaient. Le bungalow que Barrister Peter leur avait donné était devenu leur première véritable maison ensemble. Ce n'était pas juste un abri, c'était là qu'Amarachi apprenait à faire confiance à nouveau, et là que Kelvin commençait enfin à rêver sans peur. Chaque jour était chargé. Kelvin dirigeait déjà l'entreprise de son père, tenant des réunions de conseil, embauchant des professionnels, et défaisant les dégâts causés au fil des ans. Il entama également le processus de négociation du paiement des 10 milliards par O&O Enterprises, une tâche étroitement surveillée par son équipe juridique. Amarachi, quant à elle, avait repris ses études à temps partiel et gérait également le travail administratif pour Kelvin. Ils fonctionnaient comme une unité, et tous ceux qui les rencontraient pouvaient le voir. Même s'ils parlaient peu, leur synergie était visible. Madame Stella, pendant ce temps, perdait prise sur tout. Après le verdict, les actionnaires l'abandonnèrent, son avocat démissionna, les créanciers frappèrent à sa porte.
Même sa voiture de luxe fut saisie par une banque à laquelle elle devait de l'argent. Mais ce qui la brisa complètement, ce ne fut pas l'argent. Ce fut le jour où Jane entra dans la maison, les yeux pleins de larmes. « Charles a été arrêté », dit-elle doucement. Madame Stella se redressa. « Arrêté pourquoi ? » « Pour fraude. La commission des crimes financiers l'a arrêté ce matin. Ils ont parlé de blanchiment d'argent, je ne comprends même pas. »« Jésus !» murmura Madame Stella. « Où est-il maintenant ? » « Ils disent qu'il est détenu à Abuja. Sa famille agit comme s'ils ne me connaissaient pas. » Madame Stella était impuissante. Elle n'avait plus d'influence. Elle pouvait à peine payer sa facture d'électricité, encore moins des frais juridiques. L'humiliation était complète. Puis, un matin, elle se rendit au bureau de Kelvin. Ses pas étaient plus lents maintenant. Elle semblait fatiguée, vidée, usée. On ne la laissa même pas entrer jusqu'à ce que Kelvin demande qu'on la laisse passer. Kelvin la reçut dans une petite salle de conférence. « Bonjour », dit-elle faiblement. Il hocha la tête. « Madame Stella, asseyez-vous. » Elle regarda autour d'elle, clairement déstabilisée par le fait qu'elle n'était plus en charge. « Je ne vais pas perdre votre temps, » dit-elle. « J'ai besoin d'aide. Le mari de ma fille est en détention. Nous n'avons plus rien. S'il vous plaît. » Kelvin ne parla pas immédiatement. Elle continua. « Je sais que j'ai été cruelle. Je sais que j'ai menti. Mais je vous en supplie, ne nous laissez pas pourrir. Au moins, aidez Jane. C'est toujours la sœur de votre femme. » Kelvin se pencha en avant. « Vous savez, quand je suis venu chez vous ce jour-là pour demander de l'aide, je ne suis pas venu mendier. Je suis venu vous rappeler un accord que votre mari avait passé avec mon père. Vous aviez le choix. Vous auriez pu m'aider et garder votre dignité. Mais vous avez choisi de m'humilier, d'utiliser votre pouvoir pour opprimer quelqu'un que vous pensiez ne jamais se relever. » Madame Stella baissa les yeux, honteuse. Mais il continua. « Malgré tout cela, nous ne sommes pas comme vous. Ma femme et moi ne croyons pas en la vengeance pour le plaisir. » Elle leva les yeux rapidement, pleine d'espoir. « Alors, vous aiderez. » Il ne répondit pas directement. Au lieu de cela, il se leva. « Vous pouvez dire à Jane de passer. Je parlerai avec elle. Mais vous devez vous asseoir avec vous-même et vous demander comment vous en êtes arrivé là. Parce que même si j'efface vos dettes et aide votre fille, vous avez déjà perdu quelque chose de plus important que l'argent, votre intégrité. » La vie continua. Kelvin développa son entreprise, commença à embaucher de jeunes entrepreneurs et investit dans des programmes éducatifs pour les enfants issus de milieux défavorisés, une promesse qu'il s'était faite lorsque la vie le malmenait. Il prit également le contrôle d'O&O Enterprises, autrefois dirigé par Madame Stella, mais il la conserva comme employée. Amarachi termina ses études et commença à travailler avec une fondation qui soutenait les femmes privées d'opportunités en raison de mariages forcés ou de contrôle familial. Un soir, Kelvin et Amarachi se tenaient sur le balcon de leur nouvelle maison, un duplex modeste mais magnifique à Lekki. Elle sourit. « Tu sais ce qui m'étonne ? » « Quoi ? » ?»« Que nous ayons commencé dans les quartiers des domestiques de quelqu'un d'autre, et maintenant, nous ne sommes pas seulement libres, nous sommes entiers. » Il se tourna vers elle. « Je n'ai pas seulement gagné une entreprise. J'ai gagné une partenaire, et j'ai gagné la paix. » Ils se prirent la main en silence alors que la brise caressait leur visage. La morale de l'histoire, 1. Ne jamais mépriser quiconque, car demain peut changer le pouvoir et la fortune. 2. Les mensonges peuvent retarder la vérité, mais ils ne peuvent jamais l'effacer. 3. Le véritable succès ne vient pas de la vengeance, mais de la patience, du caractère et de la résilience. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Veuillez vous abonner.